Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre le Collimateur et Parole d'Histoire, podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin, comme toujours avec André Leuze. Bonjour André. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de cette série de podcasts sur les conflits oubliés ou méconnus du grand public français. Aujourd'hui on parle de la guerre civile grecque, celle qui commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui se prolonge au-delà. On a le plaisir d'être avec Jean Arnaud Derens, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, journaliste, rédacteur en chef du Courrier des Balkans que vous avez fondé. Vous êtes un auteur prolifique sur la péninsule balkanique. On peut citer parmi vos ouvrages Les Balkans sans question avec Laurent Gélin et également une très intéressante géopolitique de l'orthodoxie chez Talandier. On parlera peut-être de la question orthodoxe aujourd'hui. Et je signale au passage qu'on a eu le plaisir d'échanger au micro de Parole d'Histoire pour parler notamment d'un des plus intéressants pays des Balkans, la Moldavie, trop peu visitée par les touristes. Alors, bienvenue dans le fil de l'épée. Si on devait résumer la guerre civile grecque, qui est longue, qui est complexe, dont on va parler, dont les prémices sont en 1943, qui se reconfigure jusqu'en 1949, qui seraient les deux grands camps qui s'affrontent ? Alors, on peut répondre de plein de manières à cette question. Alors, la manière la plus simple pour commencer, parce qu'on va entrer dans les subtilités. A priori, les choses sont très simples. Il y a en Grèce, comme dans à peu près tous les pays d'Europe, deux résistances, une résistance communiste et une résistance anticommuniste. Alors en réalité, celle-ci est divisée en plusieurs groupes, et ces deux courants de résistance sont en concurrence. De ce point de vue-là, les choses sont relativement banales. On peut trouver la même chose en France, en Italie, dans l'ancienne Yougoslavie, enfin dans ce qu'était la Yougoslavie, ou un petit peu partout en Europe. Le problème, c'est que comme dans pas mal de pays, au demeurant, la résistance communiste est clairement celle qui a le plus importante, qui contrôle le terrain, qui a mis en place des territoires libérés qu'elle administre durant la guerre. Sauf que les Alliés, et notamment les Britanniques, ne veulent en aucun cas que la Grèce devienne un pays communiste. Et à partir de là, tout va déraper. Donc il y a ces deux camps, mais je pense que d'entrée de jeu, la question de la Grèce est une question internationale, parce qu'il n'était pas... Alors c'était effectivement les fameux pourcentages de Téhéran et d'Yalta, mais il était exclu pour les Occidentaux que la Grèce devienne un pays communiste. Après, il y a aussi... mais on en reparlera certainement. Dans le camp communiste, la Grèce va aussi payer très directement les conséquences du schisme entre Tito et Staline, parce que le pays qui naturellement était celui qui apportait la plus grande aide aux communistes grecs et qui suivait le sujet avec le plus d'intérêt, c'était la Yougoslavie de Tito. Tito ayant toujours entretenu l'espoir, le rêve ou la possibilité de voir naître une fédération socialiste des Balkans, ce qui était bien sûr totalement inconcevable pour Staline, qui ne voulait pas qu'émerge un pôle communiste aussi fort et potentiellement rival. Et donc le schisme de 1948, de juin 48, entre Tito et Staline, a eu pour conséquence, je dirais presque directe, la défaite des communistes dans la guerre civile, même si déjà en 48, les choses étaient sûrement compliquées pour eux. C'était donc le fil de l'épée, merci de cette explication. Alors on va rentrer donc là, on est arrivé dans les directement détails. À la fin, on va peut-être repartir au début, et justement pour arriver au début, et cette question internationale, puisque c'est une guerre civile qui naît de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, j'aurais aimé peut-être replacer le contexte politique de la Grèce au début de la Seconde Guerre mondiale, avec cette Grèce des années 30, dont on peut dire tout de suite qui est marquée par un leader autoritaire, aux affinités clairement, appelons ça proto-fascistes, qui est Métaxas, et pourtant qui ne va pas entrer, comme on aurait pu le penser, dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés de l'Axe, aux côtés de l'Italie et de l'Allemagne, mais au contraire, la Grèce va se faire envahir et va se faire occuper par ces deux puissances-là. Donc peut-être racontez-nous en gros comment la Seconde Guerre mondiale vient percuter le paysage politique et aussi la nation grecque, quoi. Alors là, je crois pour le coup qu'il faut remonter un petit peu plus loin. Allons-y. Il faut remonter au traumatisme de la grande catastrophe. La grande catastrophe, c'est la conclusion de la grande idée, de la mégali-idée, donc de l'idée qui portait le nationalisme grec de profiter du contexte de la Première Guerre mondiale et de l'effondrement de l'Empire ottoman pour réunir à la Grèce tous les territoires grecs, notamment d'Asie mineure, donc la côte méditerranéenne de la Turquie actuelle, des villes comme Smyrne, Izmir et toute cette région-là, mais également aussi les côtes de la mer Noire, le Pont Euxin, les régions pontiques, où vivaient d'importantes communautés grecques, et puis bien sûr, la clé de voûte, la clé de tout, le cœur du cœur, Constantinople, Istanbul, voilà la ville dont tous les Grecs n'ont cessé de rêver depuis sa chute
en 1453, mais qui abritait encore en 1918-1920 une très importante communauté grecque. C'était sûrement au moins un tiers de la population totale de la ville, voire plus. Et les Grecs sont restés nombreux à Istanbul jusqu'à la période post-Seconde Guerre mondiale. Alors, l'échec de la grande idée, c'est la guerre gréco-turque qui commence bien sûr, comme toutes les guerres, par des victoires et qui se solde par une déculottée incroyable des Grecs. Et par la victoire de Mustafa Kemal Atatürk, qui sur cette victoire va fonder la Turquie moderne, et ça se solde par deux exodes massifs, ceux de ce qu'on appelle les Micrasiades, donc les Grecs d'Asie mineure, et puis les Pontiques, les Grecs des régions de la mer Noire. Il y a un débat. Pour la Grèce, on parle toujours de génocide pontique, qui n'est pas reconnu, je dirais bien sûr pas par la Turquie naturellement, mais même par la communauté des historiens, il y a moins d'enthousiasme. On reconnaît bien sûr le génocide arménien, l'idée d'un génocide assyrien fait à peu près consensus, l'idée d'un génocide pontique est prise avec un petit peu plus de précaution, et ça ne sert à rien de toute manière d'abuser des grands mots, mais en tout cas le fait est que la présence grecque dans les régions de toute la côte de la mer Noire, notamment autour de Trabzonde. Trabzonde, c'est l'ancienne Trébizonde, c'est-à-dire une ville qui a été la capitale du dernier empire grec après la chute de Byzance en 1453. L'empire de Trébizonde a survécu jusqu'en 1461, si ma mémoire est bonne. Et la région de Trébizonde était peuplée à cette époque-là très majoritairement de populations. On parlait des Romiaï qui parlaient un grec dialectal, bien sûr, et toutes ces communautés grecques de la mer Noire, qui étaient également présentes, il faut le rappeler aussi, sur des côtes qui sont devenues soviétiques, les côtes de la Géorgie, de Colchide, d'Abkhazie, d'Adjari également, jusqu'à Sotchi et jusqu'à la Crimée, bien évidemment. Toutes ces communautés grecques ont très largement été contraintes à l'exode. Et elles sont arrivées en Grèce, dans cette petite Grèce continentale plus les îles, donc une Grèce qui est plus petite que la Grèce actuelle. Le Dodécanèse n'en fait pas encore partie. La carte de la Grèce ressemble malgré tout à peu près à celle de la Grèce actuelle parce qu'elle a elle a libéré lors des guerres balkaniques de 1912-1913 des régions très importantes d'Épire et de Macédoine. Mais c'est donc malgré tout un État petit, pauvre, très rural, qui va voir sa population doubler. Dans la Grèce des années 20 ou 30, un habitant sur deux à peu près est un réfugié. Des réfugiés qu'il faut loger, qu'il faut nourrir, qui pour beaucoup vont d'abord vivre dans des camps. J'ai envie tout de suite de vous évoquer une ville que je sais pas pourquoi j'y ai passé assez souvent, mes chemins m'amènent y passer assez souvent, qui est la ville de Kilkis. Kilkis, c'est une ville qui durant très longtemps était connue sous son nom bulgare ou macédonien, en tout cas son nom slave de Koukouche. Et c'était une ville entièrement slave jusqu'aux guerres balkaniques. C'est là où sont nés certains des personnages les plus importants et les plus contestés de l'histoire macédonienne ou bulgare, notamment le grand révolutionnaire Götze Delchev. Et il y a eu une défaite très importante des Bulgares à côté de Koukouche Kilkis durant les guerres balkaniques. La population était entièrement slave. Et après cette défaite, il n'y a plus un seul slave à Koukouche qui est devenu Kilkis. Qu'est-ce qu'on a fait de cette ville ? On l'a repeuplée avec des Grecs pontiques. Des Grecs pontiques d'abord dans des baraquements, et puis ensuite, ils ont pu... la ville s'est un petit peu développée. Et ces Grecs pontiques, pour le coup, très largement, ont été très sensibles à l'idéologie communiste. Et tous les cadres du Parti communiste de Grèce, tous, non j'exagère bien sûr, mais beaucoup d'entre eux sont issus soit de l'immigration, enfin de l'exode micrasiade d'Asie mineure, soit encore plus peut-être de l'exode pontique. Ce qui ne manque pas d'être paradoxal, parce que pas mal de ces pontiques venaient de l'Union soviétique. Les gens de Kilkis, beaucoup d'entre eux viennent de la ville de Souroumi, qui est aujourd'hui la capitale de la petite république sécessionniste d'Abkhazie. Je reparlerai de Kilkis, c'est pour ça que je mentionnais cette ville, parce que nos chemins sûrement nous obligeront à repasser par Kilkis Koukouche, ou Koukouche Kilkis comme on veut. C'est pour le coup, c'est rien du tout, hein. C'est un petit bourg agricole, pas loin de la frontière macédonienne, dans le nord de la Grèce, totalement ravagé par la crise des années 2010 aujourd'hui. C'est vraiment pas grand-chose, mais c'est une ville tout à fait cruciale dans l'histoire des Balkans. Donc, cette Grèce des années 20-30, elle est totalement, comment dirais-je, déstabilisée, non fonctionnelle du fait de cette arrivée massive de réfugiés que le pays n'est que très difficilement capable
d'intégrer. Alors, il y a les premiers programmes internationaux, bien avant la création du Comité des Nations Unies pour les réfugiés, l'UNHCR. La Société des Nations va mettre en place des programmes pilotes pour aider ces réfugiés grecs de Turquie, disons, d'Anatolie. Mais malgré cela, c'est extrêmement difficile. Et donc, la Grèce des années 20-30, entre traumatisme historique de la défaite et déséquilibres sociaux, est un pays, oui, effectivement, qui ne va pas très très bien. Et dans les années 30, s'impose cette figure du général Metaxas, qui fait un coup d'État en 1938, qui interdit tous les partis politiques. Alors là, les historiens disent que le parti qui a le moins souffert de l'interdiction, c'est paradoxalement le Parti communiste grec, le Koukoumé, parce qu'il était déjà interdit, et il avait l'expérience et l'habitude de la clandestinité. Donc il était beaucoup plus à même de survivre à la répression que les partis socialistes ou libéraux, enfin les partis du centre ou de droite, qui eux se sont retrouvés pris de court par les dictatures de Metaxas. Ensuite, effectivement, la guerre commence en Grèce par l'invasion italienne. Alors l'Italie, je le rappelle, envahit l'Albanie. C'est l'idée pour Mussolini que l'Italie doit réaliser ses propres conquêtes pour être un État sérieux, et qu'il faut notamment qu'elle réunisse les deux rives de l'Adriatique, qui lui appartiendraient de droit et du fait des souvenirs de l'Empire romain. Donc c'est un peu le problème quand on se met des objectifs comme ça, c'est qu'ensuite c'est toujours dur de les tenir. On est un peu attendu au tournant, et donc là c'est le paradoxe un peu de cette première partie que paradoxalement, c'est un peu la Grèce qui gagne cette première partie de la guerre. C'est tout à fait, c'est pas un petit peu, c'est tout à fait la Grèce qui gagne la première manche. Alors l'Italie, pour le coup, avale l'Albanie comme un gros bonbon et quasiment sans coup fait rire. Le roi d'Albanie s'enfuit, mais la Grèce oppose tout de suite une très forte résistance. Alors une résistance qui est très intéressante, parce que je crois que c'est bien sûr Metaxas qui est le chef d'État, donc c'est lui qui en théorie dirige la lutte, mais dans le même temps, les cadres de la résistance, et notamment de la résistance communiste, commencent qui sont souvent, pour le coup, les cadres militaires ont l'expérience des guerres, de la séquence guerrière précédente. Il ne faut pas oublier que pour la Grèce, quand on parle de la Première Guerre mondiale, ici on pense à 4 ans. Pour la Grèce, c'est une séquence de 10 ans. C'est les guerres balkaniques de 1912-1913, suivies de la Première Guerre mondiale, même si la Grèce n'y entre pas tout de suite, et suivie par la guerre gréco-turque. Ça fait 10 ans de séquence guerrière. Et les gens qui ont combattu à l'âge de 20 ans dans cette période-là, s'ils ne sont pas morts, vont être les sous-officiers ou les officiers de 1939. Ils ont 40 ans ou 45. Donc ils sont toujours tout à fait en âge de combattre. Et beaucoup de combats eurent lieu dans les régions très montagneuses d'Épire du Sud, et qui sera par la suite, jusqu'en 1949, le dernier bastion de la résistance communiste. Donc l'Épire, c'est le nord-ouest de l'actuelle Grèce, on va dire juste au sud de l'Albanie. Voilà, au-dessus de l'Albanie, la région historique d'Épire est partagée. Le nord de l'Épire est en Albanie aujourd'hui. La patrie d'Olympias, la mère d'Alexandre. Exactement. Et une région qui, à l'époque, on en reparlera aussi, était une région à la population très, très, très composite. C'est-à-dire que tout le monde n'était pas grec, et tout le monde n'était pas orthodoxe en Épire. Il y avait des populations notamment albanaises, alors albanaises orthodoxes pour certains, ce qu'on appelle les Ravanites, ou albanais musulmans qu'on appelle les Tchams. Pour les Albanais, cette région d'Épire du Sud s'appelle la Tchameria. Ces Tchams, du reste, ont parfois collaboré avec les occupants italiens et puis ensuite nazis. Il y avait aussi beaucoup dans les régions montagneuses du Pinde, d'Aroumains. Les Aroumains sont des gens qui parlent une langue latine, bien sûr, proche mais différente du roumain parlé dans l'État roumain. Et naturellement, Mussolini a essayé de jouer la carte de ces Aroumains en jouant sur la solidarité latine, en essayant de former des brigades, des milices aroumaines, qui ont été détruites, écrasées par les Grecs, et notamment par un personnage très important, le camarade Misère Haris Veloukiantis, qui était le grand chef de guerre communiste durant la Grèce, mais qui a quand même fait lui-même toute la guerre, avec sur la tête un bonnet noir, qui est un bonnet typique des Vlachs. Dès cette première séquence, on va dire 1941, l'invasion italienne puis allemande, les mobilisations patriotiques grecques, les premiers phénomènes de partisans, etc. Dès ce moment, il y a un intérêt des Britanniques pour la région, un intérêt en fait qui est de longue date, sans remonter jusqu'à Byron et Missolonghi, mais disons que la Grèce et plus largement le contexte égéen, adriatique, ça intéresse les Britanniques pour plein de raisons, et donc ils font très attention à ce qui se passe en Grèce, et Churchill va vouloir d'ailleurs aider les Grecs, les soutenir, voilà, l'interventionnisme
colonialisme britannique, il est déjà présent dans cette séquence. Alors je crois qu'on peut remonter à Missolonghi, au philhellénisme et à la guerre d'indépendance grecque. C'est-à-dire, il y a quand même chez les Occidentaux en général, et notamment chez les Britanniques, l'idée que la Grèce n'est pas un pays comme les autres. C'est supposé être le berceau de notre civilisation, et le grand problème de la Grèce, c'est qu'elle est peuplée par des Grecs. Je veux dire des Grecs d'aujourd'hui, des Grecs contemporains, qui sont effectivement assez différents des héros mythiciés de l'Antiquité. Donc il y a quand même la construction d'un rêve de l'Antiquité grecque chez les Britanniques, mais aussi les rois de Grèce. C'est qui ? C'est la dynastie bavaroise. Et dans le nazisme, Dieu sait, je pense aux travaux de Chapoutot, bien sûr, comment le souvenir de la Grèce a été réinterprété par les nazis. C'est une création de Grecs artificiels, de Grecs qui n'ont bien sûr aucun rapport historique avec les Grecs de l'Antiquité, mais qui n'ont en tout cas rigoureusement aucun rapport avec les Grecs contemporains du 19e ou du 20e siècle, qui sont une population majoritairement rurale, oui, c'est pas des hoplites et des philosophes fantoches. Exactement, voilà. Et dirigé effectivement par un roi germanique, parce qu'au moment de l'indépendance, il fallait trouver un roi, donc ils sont allés en chercher un. Où est-ce qu'on trouvait des rois ? En Allemagne. Voilà, ça s'est fait beaucoup dans tous les Balkans. Ça fait partie vraiment de cette relation particulière entre l'Occident et les Balkans, mais dans le cas de la Grèce, tout est exacerbé parce que la Grèce n'est pas un pays neutre d'un point de vue symbolique pour les Occidentaux, notamment les Britanniques ou les Bavarois et les Allemands en général. À côté de cela, il y a aussi, bien sûr, des intérêts stratégiques, puisque avant même la Première Guerre mondiale, tout le monde regarde bien évidemment vers Constantinople, pas seulement les Grecs, les Occidentaux aussi. La Première Guerre mondiale, c'est quand même notamment l'épisode des Dardanelles, donc la tentative infructueuse de conquête, de passage en force des détroits de Marmara, d'entrer dans la mer de Marmara pour conquérir la capitale, Constantinople. C'est tout de même une des plus impressionnantes tueries de la Première Guerre mondiale, avec des dizaines et des dizaines de milliers de soldats qui ont été tués sur des plages de 100 mètres carrés. Enfin, c'est hallucinant, les Dardanelles, quand on va sur le site. Et du coup, après l'arrivée au pouvoir de Mustafa Kemal, la Turquie qui se recrée comme un État finalement plutôt fonctionnel, plutôt fort, un État dont le positionnement diplomatique est pas tout à fait satisfaisant pour les Occidentaux, parce que Mustafa Kemal a des relations avec l'URSS, sans être lui-même du tout communiste, absolument pas, mais il a des relations avec l'URSS, qui est son voisin également. Donc la Turquie est un pays à la fois un petit peu tenu un petit peu en suspicion, mais qu'on est obligé de respecter. Donc il faut, pour le coup, il est très important de contrôler ce qui est avant. Ce qui est avant, c'est notamment, c'est la Grèce, c'est les îles, c'est la mer Égée. Donc oui, la mer Égée, au-delà des aspects symboliques, a aussi des intérêts, une importance stratégique évidente pour les Britanniques et pour les Occidentaux en général. Donc du coup, le positionnement de Churchill par rapport à la Grèce va être très différent de celui qu'il aura dans d'autres parties des Balkans. L'exemple qui me vient en tête, c'est la différence de traitement. Dans un premier temps, Churchill aide, c'est normal, plutôt les résistances monarchistes et pas communistes. C'est notamment le cas en Yougoslavie. L'armée de libération nationale en Grèce, l'EA Melas, va être très vite aidée par les Britanniques. Très vite. EA Melas, comme on va sûrement en reparler, il faut peut-être dire, EAM, c'est le nom de l'organisation qui veut libérer la Grèce, et Hellas, c'est son ELAS, mais ça fait aussi Hellas, la Grèce, c'est son bras armé militaire. Voilà, exactement. Et l'EA Melas est aidée très très vite par les Britanniques, qui apportent leur aide à différentes composantes de la résistance grecque. Par contre, on sait qu'en 1943, il y a une rupture majeure qui se fait. Juste, il faut peut-être faire une incise, parce qu'on a parlé de cette première phase où c'est la Grèce, effectivement, qui a le dessus sur l'Italie. Bon, ensuite, le malentendu est assez vite levé, puisque les Allemands décident de s'y mener. Donc, c'est l'offensive balkanique, appelons ça, du printemps 41. Et donc, on est sur une occupation. Alors, comme Hitler est bon camarade, il laisse Mussolini occuper pour l'essentiel la Grèce, même s'il y a aussi des troupes allemandes et aussi des troupes bulgares qui sont présentes. Mais voilà, fondamentalement, c'est quand même une situation où la Grèce a gagné quand il s'agissait de se cogner l'Italie, mais après, quand la cavalerie lourde arrive, ça devient autre chose. Et donc, c'est une Grèce occupée, et c'est dans cette occupation
multipartite, mais à majorité italienne, que naissent et que prennent force ces mouvements de résistance, notamment communistes. Tout à fait. Alors, oui, une occupation majoritairement italienne en termes de nombre d'hommes déployés, mais enfin clairement, ce sont les Allemands qui commandent. Et les régimes d'occupation imposés à la Grèce sont extrêmement durs. Le cas de l'occupation bulgare est intéressant, c'est un peu particulier. C'est en Macédoine, où là, les Bulgares estiment que ces régions macédoniennes leur appartiennent de droit. Donc, ils récupèrent ce qui serait à eux. Et ils vont mener des politiques de nettoyage ethnique très violentes. Donc oui, l'occupation en Grèce est extrêmement dure, dirigée par les Allemands, et c'est contre cela que ces mouvements de libération se développent. Mais donc, je reviens à 1943. En 1943, Churchill fait un virage radical. Dans le cas de la Yougoslavie, il décide de ne plus soutenir la résistance royaliste pour apporter son soutien à la résistance communiste, en faisant un calcul simple qui consiste à dire que celui qui est en mesure de battre Hitler et donc de gagner la guerre et de permettre aux Alliés de gagner la guerre en général, c'est Tito et ses partisans. Et alors là, il a un émissaire qui s'est rendu auprès de Tito, Fitzroy Maclean, qui est celui qui a acté ce basculement, et il y a des propos peut-être apocryphe, mais enfin en tout cas une discussion supposée entre cet émissaire de Churchill et le Premier ministre lui-même, où Fitzroy Maclean lui aurait dit « Mais enfin, monsieur le Premier ministre, vous savez quand même que Tito est communiste. » Et Churchill lui aurait répondu « Oui, mais enfin mon cher, ni vous ni moi n'avons l'intention de vivre en Yougoslavie après la guerre. L'essentiel, c'est de gagner le combat. Après, on s'en fiche un petit peu. » Je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas c'est souvent répété. Ça reste plausible pour un Churchill, c'est pas... Ça reste très plausible, tout à fait. Ça reste très plausible. Ça dépend de l'heure de la journée et du degré d'alcoolémie. Exactement. Mais jamais il n'aurait dit ça à propos de la Grèce. Jamais. Parce que même s'il n'avait pas l'intention de vivre en Grèce, oui, la Grèce, il avait l'intention de la visiter. C'était quelque chose, c'était encore une fois pas un pays neutre, parce que c'est supposé être le berceau de la civilisation occidentale. Donc il n'était pas concevable pour lui qu'il y ait un soviet de l'Acropole. Alors, dans le même temps où Churchill est en train de s'aligner un peu plus... Et c'est dommage, parce que l'expression est belle, et le soviet de l'Acropole, c'est tentant, quand on le dit comme ça. Le titre de l'émission. Dans ce même temps où on commence à voir les ambiguïtés de la politique britannique vis-à-vis de la résistance grecque, cette résistance grecque elle-même, à partir de 1943 en particulier, elle se fracture, puisque qui dit partisan dit aussi parfois prédation, on passe dans des fermes, on prend des vivres pour les troupes, etc. Les collabos, on les exécute, même si on n'est pas sûr toujours que ce soit des collabos, c'est parfois des règlements de compte, etc. Et en fait, la société grecque, à partir de 1943, bascule dans une proto-guerre civile. On a une résistance communiste militarisée qui s'organise, mais aussi, face à elle, des groupes collaborateurs, paramilitaires, anticommunistes, je ne sais pas exactement comment on peut les définir, mais en tout cas, des Grecs commencent à s'affronter dans le cadre de l'occupation nazie, entre ceux pour qui la priorité c'est de chasser les Allemands et ceux pour qui la priorité c'est de s'en prendre aux communistes, on va dire. Alors il y a effectivement ce qui relève, je dirais, d'un sort un petit peu commun de tous les pays en guerre et en résistance, et puis il y a à partir de 1943 la création de ces bataillons de sécurité qui vont jouer un rôle tout à fait terrible et qui... Donc bataillon de sécurité, en gros, des milices anticommunistes. Voilà, et qui n'hésitent pas à pratiquer des politiques de nettoyage ethnique, d'éradication de villages entiers, de massacres de population, d'incendie des villages. Alors il faut toujours comprendre deux choses, je pense. D'une part, il y a effectivement en Grèce des courants très conservateur et très inquiet. Alors il y a notamment la question de l'Église orthodoxe, dont la position est assez compliquée durant toute la guerre. Le métropolite d'Athènes ne plaisait pas à Métaxas, il a été déposé. C'est ensuite un autre métropolite qui est arrivé, Damaskinos, qui est le métropolite durant la guerre et qui sera après même régent du royaume de Grèce à la Libération. Et quelqu'un qui s'est accommodé de l'opposition, tout bien sûr en essayant de protéger un petit peu les Juifs, mais bon, enfin, pas trop quand même, un petit peu. Cette église est très conservatrice, et cette église avait aussi très mal vécu la concurrence du Parti communiste, notamment dans l'encadrement des populations de réfugiés. Donc voilà, tout ça a été compliqué. Puis surtout, la grande question, c'est que la population de la Grèce n'est pas du tout une population homogène d'un point de vue ethno-national et confessionnel. Surtout, dans les régions de Macédoine, il y a encore de très importantes communautés slaves qui vont être systématiquement accusées de
philo-communisme, de philo-bulgarisme. Alors c'est souvent très délicat pour ces populations qui se trouvent prises entre le marteau et l'enclume, entre l'occupant bulgare qui dit vous êtes des Bulgares et marchez au pas, et puis les Grecs qui leur disent vous êtes des traîtres slavo-communistes. Donc c'est pour ces populations qui sont notamment des populations rurales, pas forcément très politisées, qui ont déjà connu un exode important après les guerres balkaniques, qui n'ont pas forcément vu d'un très bon œil l'arrivée des réfugiés d'Anatolie, parce qu'on prend les terres de ces Slaves qui sont là. Eux vont se retrouver pris entre le marteau et l'enclume, et ce sont souvent leurs villages qui sont brûlés dès 43-44, parce qu'ils vont avoir tendance, le plus souvent, à se dire que les seuls qui peuvent les comprendre un petit peu et éventuellement les protéger sont les communistes. Non pas qu'ils aient une conscience politique forcément très développée, mais globalement, ces communautés, notamment en milieu rural, se disent que c'est avec les communistes qu'ils ont le plus de chances d'obtenir protection. C'est vrai de manière générale dans les Balkans, là je pense aux travaux de Xavier Bougarel sur la Bosnie. Il faut comprendre comment les choix politiques sont très souvent des choix de survie entre ces différents camps. Dans le village, qu'il soit tout ce que vous voulez, peu importe, grec, serbe ou bosnien, les gens réfléchissent, voient ce qui se passe autour d'eux et vont dire écoute, peut-être que là, on aurait plus de sécurité à aller de ce côté-là. Ah oui, mais tu sais, les autres sont là. Ah, comment faire ? Et les revirements, les changements d'alliance, c'est tout simplement des stratégies collectives de survie. Et donc là, c'est plutôt la résistance communiste qui apparaît comme la meilleure carte à jouer. Dans toute la Grèce du Nord, en Macédoine, en Épire également, en Épire où il y a ces communautés. Ces communautés albanaises, les Albanais musulmans d'Épire, les Tchams, vont être mobilisés dans une brigade SS, la division SS Skanderbeg, et vont combattre notamment en Grèce, et puis après, je crois qu'ils ont été envoyés jusqu'en Russie. C'est une de ces nombreuses divisions SS où on manipule des minorités locales pour les mobiliser pour la cause du Grand Reich. Donc ces Tchams, aujourd'hui, ont été systématiquement expulsés de Grèce. Il n'y en a plus un seul qui reste en Grèce, a priori, parce qu'ils ont tous l'accusation collective d'avoir collaboré. Alors que bien sûr, tous n'étaient pas dans la division SS. Et puis, il y a les Albanais orthodoxes qui, eux, vont essayer aussi de développer leur stratégie de survie. Mais c'est des gens... il y a encore une dizaine d'années, je me souviens dans cette région-là, en Sesproti, à côté d'Igoumenitsa, je vais dans des villages Arvanites où les gens ne parlaient qu'albanais. Je me souviens d'une dame qui ne parlait pas un mot de grec, mais qui me disait en albanais qu'elle était grecque, parce qu'elle était orthodoxe. Uniam grec. Mais elle parlait pas un mot de grec, mais elle parlait albanais parce qu'elle était orthodoxe. Donc voilà, c'est pour bien comprendre la complexité de ces régions. J'ai parlé des Aroumains ou Valaques également. Et bien souvent, les massacres, c'est à la fois des massacres politiques, des massacres ethnopolitiques, des massacres motivés aussi par le contrôle des terres, des bonnes terres, dans un pays extrêmement pauvre, et qui, de fait, par rapport à ses moyens, est surpeuplé depuis l'arrivée de réfugiés. On est donc dans ce premier moment d'affrontement 1943-1944, et un peu contre toute attente, les choses semblent s'apaiser à la libération. Les Allemands sont chassés en octobre 1944, un gouvernement d'union nationale arrive au pouvoir avec la bénédiction de Churchill, mais aussi en apparence de Staline et du Parti communiste. Donc, on pourrait dire que la première séquence d'affrontement intra-grec s'interrompt. Ça va reprendre pas longtemps après, mais on a un moment un peu ambigu, on pose les armes et on attend de voir ce qui se passe, et c'est des calculs sans doute des deux côtés, calcul de Churchill, calcul de Staline, calcul des communistes grecs pour dire voyons ce qui se passe, est-ce qu'on peut faire une union nationale à la libération ? Des calculs qui reposent par ailleurs sur une opération arithmétique qui est celle des pourcentages dont on y a fait allusion, mais peut-être qu'il faut peut-être dire un petit mot de Il y a ce papier qui est célèbre, qui est le papier de la conférence de Moscou d'octobre 1944, où aurait été écrit par Churchill et contresigné par Staline, un partage de l'influence dans les Balkans, la Roumanie 90% russe, la Bulgarie 75% russe, Hongrie-Yougoslavie à 50-50 et la Grèce sous influence à 90% britannique. En tout cas, ça c'était l'accord, mais c'est un accord dont il semblerait qu'au moins dans un premier temps, tout le monde s'y soit plus ou moins tenu. Sauf Tito, je dirais, si on parle de manière générale. Il n'avait pas signé. Oui, il n'avait pas signé. Oui, il n'avait pas signé, mais non, c'est très important, bien sûr, parce que
à l'époque, les partis communistes, mais c'est vrai aussi pour la France ou l'Italie, sont sur la ligne d'union nationale. Il faut se battre contre les fascistes, les nazis, les méchants, les occupants, mais il n'est pas question de faire la révolution socialiste, qui va poser quand même tout un tas de problèmes. On peut penser au maquis du côté de Limoges, ou encore plus en Italie, où la résistance communiste est bien évidemment la plus importante. La rupture entre Tito et Staline, elle s'opère dès ce moment-là, parce que dès 1943, Tito dit qu'il va créer une fédération socialiste de Yougoslavie. Et Staline, qui reconnaît le gouvernement royal en exil à Londres, lui dit non, une union nationale avec les partis bourgeois pour la libération. On ne parle pas de république socialiste, on ne parle pas de fédération. Et Tito lui dit, écoute, tu parles de ce que tu veux, moi je fais la république socialiste fédérative de Yougoslavie. C'est dès ce moment-là que les relations deviennent plus que compliquées entre Tito et Staline. Dans le cas des Grecs, dans le cas de la Grèce, oui, dans un premier temps, les communistes grecs vont plutôt accepter le deal, mais en disant par contre qu'ils sont normalement présents dans le gouvernement d'union nationale. Mais sur le terrain, Papandréou déjà. Voilà, là, c'est des grandes familles grecques qui sont indéracinables. On peut préciser, pour ceux qui font un peu l'histoire de la Grèce, c'est des migraines invraisemblables parce que les gouvernements ont tous les mêmes noms entre les Papandréou, les Karageorgis, etc. depuis le 19e. Il faut vraiment être très très affûté pour pas les confondre. Et les Mitsotakis. On a quand même aujourd'hui un Premier ministre dont le papa était Premier ministre, dont la sœur a été ministre des Affaires étrangères, dont le neveu était maire d'Athènes. Enfin voilà. Alors là, ils ont deux noms, Mitsotakis mais Bakoyannis. Mais enfin bon, c'est la même famille, basée en Crète. Enfin, grand propriétaire foncier en Crète à l'origine. C'est l'origine de la fortune familiale. Donc oui, des dynasties politiques, bien sûr. Et ce qui va se produire, donc les communistes lui acceptent a priori le deal, mais en disant tout de même que sur le terrain, c'est eux qui contrôlent, qui administrent de fait beaucoup de territoires libérés, qui sont également très forts dans les grandes villes, à Thessalonique, à Athènes ou ailleurs. Et c'est à Athènes que les 3 et 4 décembre 1944 éclatent des violences, une grande manifestation contre la faim, et pour la survie, une manifestation de survie où là, on tire sur la foule et notamment le contingent britannique va ouvrir le feu. Et il y a, alors c'est toujours contesté, officiellement je crois que le chiffre c'est 28 morts, certains parlent d'un bilan beaucoup plus lourd, il y a au moins une centaine de blessés, voire sûrement plus là pour le coup. Et durant tout le mois de décembre, ce sont des combats de guérilla urbaine dans les rues d'Athènes entre les communistes, les unités fidèles aux loyalistes, disons anticommunistes, soutenues par les Britanniques. Alors ça, il faut peut-être s'arrêter un instant sur ce moment, parce qu'il est vraiment décisif. C'est à partir du 3 décembre 1944, ce qu'on appelle en grec, j'espère pas dire ça mal, la Dekemvriana. Et cette Dekemvriana, c'est le moment où éclate la lutte armée dans Athènes. Et l'interprétation n'est pas si simple, parce qu'on ne sait pas exactement qui a tiré les premiers coups de feu. Est-ce que c'est une stratégie des communistes pour forcer la main, prendre le pouvoir, un peu contre les ordres de Staline, parce qu'ils se sentent forts, ils disent il y a un créneau à prendre? Est-ce que c'est une manifestation pacifique dans un climat de grande dureté économique et c'est les Britanniques et leurs alliés de droite grecs qui se sont dit c'est l'occasion de taper sur les communistes une fois pour toutes? Est-ce qu'on a un consensus sur ce qui s'est passé? Non, bien évidemment, il n'y a aucun consensus parmi les historiens parce que ce sont des questions qui sont toujours très peu étudiées en Grèce elle-même. Il n'y a aucun consensus. La réalité est sûrement complexe. On peut aussi se poser une question supplémentaire. C'est est-ce que du côté communiste, il y avait une totale cohérence? Est-ce qu'il n'y a pas eu des francs-tireurs qui ont... Est-ce qu'ils maîtrisaient leurs troupes, quoi? Voilà, exactement. Mais il faut bien comprendre que l'histoire des événements de la guerre civile est une histoire qui est très longtemps restée interdite en Grèce, ou très politisée. Et puis qu'en 1991, le gouvernement grec a décidé de détruire les archives et les dossiers personnels. De les détruire. Il y a 16 millions de dossiers personnels qui sont partis au feu. Ce qui veut dire que personne n'a de preuves pour dire ce qu'il a fait. Pour dire si lui-même ou son papa ou son grand-papa étaient collabos ou résistants. Il n'y a plus de dossier. Ah ben je vais faire une dépression. 16 millions d'archives détruites. Vous m'avez ruiné ma journée. Au nom, bien évidemment, de la réconciliation nationale. Mais parce qu'on peut dire... l'idée, c'est vraiment d'effacer ce passé. Donc c'est une histoire interdite. C'est extrêmement cohérent, parce qu'on peut dire que dans cette séquence, le point nodal, le point qui cristallise toutes les tensions, c'est cette question de l'épuration. Cette question de épurer ou pas les collabos avec les Italiens et surtout les nazis, et que
c'est un peu ce malentendu, mais qui revient en permanence, les communistes disent, en fait, ce serait quand même vachement bien de faire un peu gaffe à qui a collaboré, et des forces, alors qui monarchistes, qui pro-occidental, qui anticommunistes, tout ça faisant une sorte de maelstrom, qui n'ont pas particulièrement envie d'être trop énervés sur le dossier, et qui, du coup, repoussent ça, et c'est un peu un point de tension qui revient régulièrement. Oui, alors, tout de même si donc, les dossiers ont disparu, et personne ne peut avancer de preuves contre le grand-père de son voisin, mais enfin quand même, on sait qu'énormément de figures bien connues de la collaboration, notamment de ces fameux bataillons, ont été recyclés par les monarchistes et les Britanniques. Ça a été, assumé, je dirais, ouvertement. Les anciens collabos ont été recyclés dans la lutte contre la nouvelle menace qui était la menace communiste, avec la bénédiction des Britanniques et ensuite des États-Unis. Et on peut préciser que par ailleurs, je ne sais pas si c'est une des originalités, mais une des particularités de la Grèce, c'est que c'est pas un mouvement marginal, la collaboration. C'est-à-dire, et c'est même pas un mouvement qui se comprend seulement selon des lignes ethniques, etc. C'est assez massif, les gens qui, soit par anticommunisme, par opposition à ce que vous disiez tout à l'heure, les bandes de l'Elam, les LAS, etc., il y a quand même une grande partie de personnes qui se sont retrouvées à certains moments à collaborer avec l'occupant. Oui, bien sûr, mais encore une fois, je veux dire, l'épuration, on se focalise sur des épisodes tout à fait dramatiques, mais enfin qui sont quand même globalement dans beaucoup de pays très limités. Enfin, combien de fascistes en Italie ont réellement eu à rendre des comptes sur leur attitude durant 20 ans, durant 20 ans de régime. Au contraire, on a pensé qu'il valait mieux que ces gens-là servent à construire le nouvel État, lui aussi confronté à la menace communiste. Donc ce qui s'est passé en Grèce de ce point de vue-là est pas du tout exceptionnel. Alors, on a cette première séquence alors, c'est la deuxième, en fait. On a la première séquence durant l'occupation de guerre intra-grecque, pour toutes les raisons qu'on a expliquées. On a une deuxième séquence d'affrontements urbains à Athènes, décembre-janvier 1944-1945. Début 1945... La trêve. On fait retomber la pression, l'accord de Varkiza. On met un archevêque au pouvoir en disant il va réconcilier tout le monde, Monseigneur Damaskinos. Et en fait, c'est une réconciliation de façade. Alors, effectivement, la trêve de Varkiza, est-ce qu'elle aurait pu marcher ? Ça, c'est une excellente question, bien évidemment sans réponse. Mais pour qu'elle puisse marcher, il aurait fallu que soient remplies deux conditions impossibles à remplir. Alors, d'un côté, que les communistes acceptent de ne pas contrôler le gouvernement, ça c'était peut-être possible. Sur des modèles expérimentés dans d'autres pays. Les communistes ont participé au gouvernement en Grèce, en France, en Italie. Et puis aussi, ils ont participé au gouvernement, même en position non majoritaire, dans des pays qui, par la suite, sont pourtant devenus communistes. Donc, oui, je pense que les communistes auraient pu participer au gouvernement en se disant, de toute façon, le camarade Staline nous a dit qu'il fallait attendre, on va attendre un petit peu. Si on a des positions institutionnelles, c'est déjà pas si mal, et peut-être que dans quelques années, on pourra faire basculer les choses. Et de l'autre côté, l'autre condition qui, elle, était impossible à remplir, serait été que les monarchistes et leurs protecteurs britanniques acceptent la possibilité que les communistes puissent gagner les élections. Et ça, c'était impossible. Donc, sans rejeter la responsabilité uniquement d'un côté, parce que la réalité est forcément beaucoup plus compliquée que cela, beaucoup plus contrastée, il est évident que, du fait d'une mauvaise volonté largement partagée, mais évidente en tout cas dans le camp monarchiste, la trêve de Varkiza avait peu de chances de tenir. Et elle n'a pas tenu, ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, on va basculer dans une toute autre histoire. La Seconde Guerre mondiale est terminée, si vous voulez, et c'est la guerre civile qui commence. Alors là, pour le coup, celui qui s'est opposé, qui a refusé la trêve de Varkiza, c'est Aris Velokiotis, qui est donc le grand chef de guerre de l'Elam Hellas. Donc des communistes. Le camarade Misère, c'était un de ses nombreux pseudonymes. Son vrai nom était sûrement Thanasis Klaras. Et il va être tué. On va le retrouver mort dans une embuscade. Lui refuse la trêve.
Il est tué dans des circonstances un petit peu encore incertaines dans une embuscade. Ensuite, sa tête, il est décapité et sa tête et celle de son camarade sont mises sur des pics mais vont disparaître avant d'arriver à Athènes. Donc c'est apparemment ça l'idée d'amener les têtes à Athènes. L'hypothèse la plus probable, c'est bien sûr de penser que les monarchistes ont fait le coup, mais il y a toujours d'autres hypothèses qui courent, notamment que ce soit le KGB. Le KGB et le FSB, parce que Harris s'opposait à la trêve, donc s'opposait à la politique de Moscou. Et ça fait partie, là, pour le coup, des grands mystères, même si l'hypothèse que les deux c'est tellement facile de trahir. On laisse les monarchistes commettre le crime, mais après avoir donné les renseignements permettant de... Voilà, enfin bref, on peut imaginer tous les scénarios. Et donc là, on entre dans cette guerre civile. Donc la troisième, on va dire la vraie, entre guillemets, celle des manuels scolaires 46-49, pour dire l'essentiel. Où là, c'est extrêmement intéressant, parce que c'est une vraie guerre civile. C'est-à-dire, c'est j'en ai fait un épisode avec Gilles de Roncero il n'y a pas très longtemps, c'est deux puissances qui se disputent le même territoire en proposant des modèles politiques différents. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que on voit arriver donc un modèle de gouvernance, c'est-à-dire les communistes contrôlent des parties du territoire, et là où c'est très intéressant, c'est qu'ils y déploient une vraie gouvernance. C'est pas que des bandes armées qui ravagent le pays, c'est pas du tout ça. Ils déploient vraiment un appareil de proto-État dans notamment le nord du pays, et alors on en reparlera, mais ils déploient notamment des infrastructures qui sont les infrastructures de l'État dans un pays qui par ailleurs avait un État depuis longtemps plus ou moins défaillant, et ils se font une vraie base, une vraie assise solide dans toute une partie du pays dominée par les communistes. Bien sûr, c'est le gouvernement de la République populaire de Grèce qui repose sur des pratiques effectivement régaliennes, ce gouvernement va battre monnaie, va émettre des timbres-poste, va avoir des tribunaux, va avoir des institutions. Enfin, c'est un État. Ils organisent des élections. Bien sûr. Et en même temps, c'est aussi un État qui repose beaucoup sur des assemblées populaires, des assemblées de village, des assemblées locales. Et ça, c'est des choses qui existaient déjà dans les territoires libérés durant la guerre. Et très certainement, ça s'inscrit aussi, je pense, dans les traditions balkaniques, parce qu'on a le même modèle un petit peu en Albanie, mais surtout dans l'ancienne Yougoslavie, où ces assemblées de village, c'est une réalité, je dirais, qui survit à tous les siècles. Enfin, j'ai envie de faire vraiment un saut chronologique un petit peu surprenant. Enfin, en cet été 2025, qui organise les blocages des carrefours des rues en Serbie contre le régime tyrannique et autocratique et corrompu d'Aleksandar Vučić, des zborovi, des assemblées populaires de villages et de quartiers. Là, en 2025. Donc il y a bien quand même quelque chose, sans faire de déterminisme sociologique qui est toujours un petit peu dangereux, mais il y a bien dans les traditions de cet espace cette aptitude à former, à prendre des décisions collectives, à créer des cadres de discussion. Et ces assemblées en Grèce, notamment, vont favoriser une expression des femmes qui est assez inédite dans le pays, qui est bien sûr un pays naturellement très patriarcal. Donc oui, l'expérience de gouvernance des territoires contrôlés par les communistes durant la guerre est très importante, surtout dans ces régions de montagne. Alors c'est aussi des zones rurales, tout au plus de toutes petites villes, ça c'est important de le souligner. La Grèce utile, la Grèce des littoraux et des grandes villes reste contrôlée par les monarchistes et leurs alliés occidentaux. Et puis ensuite, sur le fond, ce qui se passe, c'est que c'est effectivement une guerre civile, c'est-à-dire l'opposition de deux modèles politiques pour le contrôle du territoire, mais une guerre civile qui est la première d'un nouveau genre, puisque c'est à la fois une guerre civile et aux dimensions mondiales, puisque c'est le premier épisode de la guerre froide qui se joue de manière pas froide du tout sur le terrain grec, puisque dès 46, les camps sont clairement posés, les Britanniques et assez vite les États-Unis s'engagent d'un côté, et de l'autre, ce sont bien sûr l'Union soviétique et les autres pays socialistes qui vont armer, entraîner, soutenir, financer les communistes grecs, le pays jouant le rôle le plus important en la matière
étant la Yougoslavie de Tito, pour des raisons à la fois de proximité géographique et parce que c'est aussi le pays qui a le plus d'expérience en termes de guerre de guérilla. Avant de revenir à ces implications géopolitiques qui sont très importantes, est-ce qu'on peut peut-être un instant revenir sur cette gouvernance dans les zones sous contrôle communiste, parce qu'il ne faut sans doute pas l'idéaliser non plus. En lisant pour préparer l'émission, on a l'impression qu'il y a aussi un certain nombre de lieux où des maquis sont devenus des fiefs de chefs de guerre faisant plus ou moins régner la terreur. Alors c'est peut-être de la propagande anticommuniste qui dit ça, mais on a l'impression que il y a du vertueux comme cette intégration des femmes, cette prise en compte des sociétés locales, mais il y a aussi parfois la constitution de petits fiefs personnels pour des gens qui deviennent des chefs de guerre partisans et pas toujours très regardants, on va dire, sur leurs pratiques de violence. Alors, bien évidemment, mais enfin bon, de manière générale... C'est la guerre civile, on est d'accord. C'est la guerre, tout simplement. Je veux dire, la guerre rend rarement les gens intelligents et très respectueux des procédures légales, quel que soit le type de guerre. Donc oui, dans des phénomènes de maquis, de guerre, bien évidemment, il y a toutes les dérives possibles, et Dieu sait qu'il y en a eu. Après, on les justifie toujours très facilement en disant c'est les autres qui ont commencé, c'est une revanche, voire c'est une guerre préventive. Hein, l'argument est vieux comme le monde. Donc, de ce point de vue-là, oui. Alors, faire le bilan humain de la guerre civile, c'est une tâche qui aurait dû être faite depuis très longtemps. Il y a des historiens qui essayent d'y travailler. Il y a mais c'est extrêmement compliqué parce que durant des années, ce n'est pas possible de le faire en Grèce. Que les mémoires étaient totalement divisées. Du coup, cela veut dire aussi, et ça, je passe peut-être, je fais encore un crochet vers la suite, cela veut dire que pour plusieurs générations de Grecs, les gens ont vécu dans une dichotomie totale entre l'histoire officielle, enseignée à l'école, dans les manuels, dont on savait qu'elle était fausse, parce que la vraie histoire, c'est l'histoire transmise par la mémoire familiale. Et cette histoire vraie, transmise par la mémoire familiale, il ne fallait pas en parler à l'école dans un cadre public parce que ça pouvait être dangereux. Aujourd'hui, dans un pays comme la France, beaucoup de gens se contrefient de l'histoire de manière générale, mais enfin, a priori, personne n'explique à ses enfants qu'il ne faut surtout pas croire les manuels d'histoire. Personne n'explique à son fils de 6 ans ou 7 ans... plus, malheureusement, mais bon, oui, c'est un autre débat. C'est une autre dimension. Mais cette idée, véritablement, qu'il y a deux histoires, la leur et la nôtre. Et la leur, forcément, est fausse et mensongère. C'est plusieurs générations de Grecs qui ont vécu dans cette dichotomie. Ce qui rend aujourd'hui, dans les événements des années 2010, dans la longue séquence de crise, les références à la guerre civile ont été omniprésentes. Parce que c'est quelque chose qui ne passe pas, y compris à certains épisodes, même des épisodes effectivement de tueries, de collabos, qui étaient mis en avant par des manifestants, en disant on va refaire la même chose. Et donc la Grèce, s'impose comme un peu le croisement d'influences croisées, puisqu'il y a, on l'a dit, cet enracinement communiste qui gagne beaucoup de la proximité avec la Yougoslavie parce que ça leur permet de faire des sanctuaires, ce qui est toujours très important en période de guerre civile parce que ça permet de reconstituer les forces au-delà de la frontière pour ensuite se relancer. Par ailleurs, un bon enracinement dans la population. Et de l'autre côté, il y a le pognon. C'est-à-dire il y a une espèce d'immense investissement occidental et notamment américain puisque ça devient un point complètement critique de la stratégie de containment mise en place par Truman à cette époque-là et ça devient donc un endroit... Le premier test, quoi. Ouais, le premier test, et donc vous avez d'un côté une guérilla communiste transfrontalière enracinée dans la population, et de l'autre, vous avez les grands moyens, et in fine, tendanciellement, c'est quand même les grands moyens qui ont tendance à l'emporter. Alors oui, ce que disent là pour le coup les historiens militaires, enfin je suis loin d'être un spécialiste en la matière, mais ce que j'ai pu lire, c'est que dans un premier temps, l'armée démocratique, enfin les communistes ont plutôt l'avantage tant qu'ils se contentent de mener vraiment une guerre de guérilla. Ensuite, le vent va tourner en leur défaveur, d'une part du fait de l'importance des moyens militaires qui sont déployés contre eux, notamment des moyens aériens qu'ils n'ont pas, des choses de ce type, des bombardements. Et puis aussi, ils vont peut-être, disent certains, commettre l'erreur stratégique de vouloir attaquer comme une armée conventionnelle, alors qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire. Et là, ils se sont heurtés à un trop gros morceau. Là, pour le coup, sans abuser des noms propres, il y a quand même l'autre personnage qui est important, qui est le chef de cette République populaire de Grèce, qui est Markos Vafiadis,
qui est un personnage, alors lui-même est un grec pontique, il est né, je crois, à Erzurum, donc un descendant de réfugiés, enfin un réfugié lui-même plutôt, ce Marcos Vafiadis, qui va être exfiltré en 48 de manière assez violente, était sûrement quelqu'un qui entendait pas forcément obéir le doigt sur la couture du pantalon aux ordres du Kremlin, d'autant que les messages qu'il recevait de Yougoslavie n'étaient pas forcément les mêmes. Alors Marcos Vafiadis a été exfiltré en Albanie en 48 et puis envoyé directement à Moscou, où il a été tenu en suspicion. Il a été réintégré à la direction du Parti communiste grec que dans les années 50 ou 60. Alors c'était comme lui le chef de la République populaire de Grèce. C'est un petit peu paradoxal. À la fois on l'a pas tué, on l'a pas envoyé au goulag, mais il est devenu horloger, je crois. Il vivait pauvrement comme horloger à Moscou. Et puis finalement, il a pu revenir en Grèce dans les années 80, après l'amnistie de 82, et il est mort député honoraire du PASOK. Ce qui, bien évidemment, le fait qu'il ait ce titre de député honoraire du Parti socialiste avait fait hurler toute la droite grecque qui voit, parce que Marcos Vafiadis, c'était le Staline local. Enfin, c'était l'homme au couteau entre les dents. Voilà. Mais c'est intéressant parce que ça marque d'une manière générale la déchéance de la gauche grecque après la fin de la guerre civile, où tout va être associé à cette image du communisme dans une certaine mesure. Alors, déchéance de la gauche grecque, non. Je veux dire, après la guerre, il y a deux courants. Il y a le courant social-démocrate, le PASOK, qui va essayer de se reconstituer. Alors, il y a aussi le centre. Au départ, la famille Papandréou, c'est plutôt le centre, puis elle va passer au PASOK. Bon, mais il y a un courant social-démocrate qui essaye de se reconstituer. Et puis, le Parti communiste, lui, est interdit, le Koukoué, KKE, on prononce Koukoué en Grèce, qui est interdit dès 47, mais qui, après la guerre civile, va très vite retrouver une place politique par le biais de ce qu'on appelle la gauche démocratique, EDA, l'alliance de l'Union de la gauche démocratique, qui va avoir des députés dans les années 50 jusqu'au coup d'État de 67. Donc voilà. Alors, je nous ai fait dévier moi-même, mais simplement pour en arriver à la conclusion de cette phase de guerre civile. Donc on a dit qu'il y avait un décalage de force, et puis il y a aussi un problème diplomatique, disons, qui est que il y a la rupture. Alors d'une part, peut-être on pourrait dire, j'ai lu notamment de manière répétée qu'il y avait une pratique du Koukoué qui était les déplacements d'enfants. Et que les enlèvements d'enfants qui étaient envoyés ensuite dans d'autres pays du bloc soviétique, ce qui est pas forcément la meilleure manière en général de se favoriser les populations. Mais ensuite, là-dessus, se cale un autre problème, qui est un problème géopolitique, qui est évidemment la rupture entre Tito et Staline. Et du coup, à ce moment-là, il faut choisir entre le soutien proche, mais moins puissant, et le soutien lointain et puissant de Moscou, mais les deux, ça va pas être possible. Oui, alors effectivement, militairement, la République populaire de Grèce est écrasée. Les derniers combats, c'est en octobre 49 dans les monts Gramos. Alors les chiffres là aussi sont un petit peu contestés. On pense qu'au moins 100 000 personnes ont pu s'échapper. Donc ils arrivent pour des raisons de proximité géographique. Ils arrivent d'abord en Albanie, en Yougoslavie. Ensuite, beaucoup vont être envoyés soit vers d'autres pays comme la Roumanie, alors la Roumanie sera très souvent des Aroumains de Grèce qui vont se retrouver en Roumanie naturellement, vers l'Union soviétique. Pour le coup, il y a une communauté assez importante de communistes grecs qui se retrouvent à Tachkent. Et certains d'entre eux vivent toujours à Tachkent, donc en Ouzbékistan. Il y a aussi, dans les épisodes de cet exode, il y a aussi le cas de ce bateau qui est parti, qui a passé le Bosphore, parce que, en fonction des conventions sur les détroits, la Turquie ne pouvait pas arrêter ce bateau rempli de communistes qui a été jusqu'en Union soviétique. Alors, sur la question que vous évoquiez, la question des déplacements d'enfants, le plus souvent, il s'agissait quand même de mesures de protection par rapport au combat, qui renvoyaient ensuite, c'était quand même beaucoup utilisé dans les différentes propagandes, qui renvoyaient à quelque chose qui fait partie des grands mythes structurants des Balkans, la tradition ottomane du devshirme. Donc on est quand même un petit peu dans de la mythologie politique, je pense, sur ce cas-là, même s'il y a eu des déplacements d'enfants, je pense, d'évacuation de civils et notamment d'enfants. Le devshirme, on peut juste rappeler, c'est cette pratique que faisait l'Empire ottoman, notamment dans les régions balkaniques, de enlever les enfants pour ensuite en faire notamment des janissaires, qui les a pas rendus non plus très populaires dans la région.
là aussi, on pourra en parler, parce que si on prend l'époque de la conquête ottomane, toutes les grandes familles aristocratiques des Balkans envoyaient leurs enfants en Devshirme pour qu'ils fassent une belle carrière à Istanbul. Bref, c'est d'autres débats. Mais en tout cas, ces communistes grecs vont plutôt s'intégrer dans leur pays d'accueil, où ils sont plutôt bien reçus, et on va leur permettre de faire des études. Le cas où le plus massif est aussi une communauté très diversifiée, c'est en Yougoslavie, notamment en Macédoine. Dans l'actuelle République de Macédoine du Nord, il y a peut-être 10-15% de la population qui est formée de descendants de ce qu'on appelle les Égaïcités, c'est-à-dire les Macédoniens de l'Égée, les Égéens. Et dans la Macédoine yougoslave, être issu d'une famille de communistes grecs, c'était plutôt, une preuve de noblesse. Parce qu'on était un bon communiste, et alors pour peu qu'on soit bien sûr fidèle à Tito, mais là ça a été le cas généralement de la plupart d'entre eux sans trop de problèmes, ils ont plutôt rejoint les élites de la Macédoine yougoslave, même s'ils ont dû apprendre à parler. Alors le macédonien, certains d'entre eux étaient déjà slavophones macédoniens, pas tous, mais en tout cas il a fallu bien évidemment qu'ils se mettent uniquement à l'usage du macédonien. Je reviens à la petite ville de Kilkis Koukouche que j'évoquais au début. Si vous vous baladez aujourd'hui dans ces régions du nord de la Grèce, si vous discutez un peu avec les gens, vous parlez quand même avec des fantômes partout. Parce qu'il y a les fantômes de la guerre civile, donc des gens qui étaient communistes et qui sont partis, les fantômes de la communauté ethno-linguistique majoritaire qui n'est plus là, qui n'est plus présente, et tout le monde le sait très bien. Mais on n'en parle pas parce que durant 50 ans, il a été interdit d'en parler. Et si vous évoquiez la moindre chose liée à ces faits, si vous prononciez un mot de slave, vous pouvez avoir de très sérieux ennuis. Parce que l'autre aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est tout de même la férocité de la répression. Dès 46-7 se mettent en place des camps sur des îles. Alors le plus connu, c'est Makronissos. Makronissos, c'est au large du Cap Sounion. Quand même, dès 46, donc un an après la libération des camps nazis, on ouvre de nouveaux camps de concentration, sauf que là, les geôliers sont britanniques. Et les conditions à Makronissos, elles sont comparables à celles de toutes les îles prisons. On peut penser aussi à Goliotok, où Tito a mis les staliniens après 48. Mais ce sont des conditions absolument terribles, où les gens, les deux îles prisons les plus connues, c'est Makronissos et puis Giaros dans les Cyclades, où quand même des dizaines de milliers de personnes sont passées. On parle de 100 000 personnes qui seraient passées à Makronissos. C'est des chiffres hallucinants. Et là, le mode de traitement, c'était la faim, la soif, des tortures systématiques, des passages à tabac systématiques. Et sous contrôle britannique Sous contrôle britannique, sous contrôle totalement des Britanniques. C'est-à-dire que les Britanniques se comportent là exactement comme si c'était dans une colonie britannique. Et il faut que les gens abjurent, signent une déclaration comme quoi ils renoncent au communisme, une déclaration de loyauté au nouveau régime royal, et ceux qui signent ces papiers, après avoir été tabassés, torturés durant des mois, durant très longtemps, sont généralement envoyés en première ligne pour combattre leurs anciens camarades. Et ceux qui refusent, beaucoup ont été tués ou ont fini par mourir du fait des conditions absolument épouvantables de détention. Donc on a quand même recréé, pour le coup, un système concentrationnaire. C'est le premier système concentrationnaire, je dirais, nouveau, créé après la Seconde Guerre mondiale. Parce que dans le cas du Goulag, il y a une continuité. Là, c'est un nouveau système concentrationnaire qu'on met en place pour éradiquer physiquement le communisme. Je signale aux gens qui nous écoutent, j'y suis allé en vous écoutant, qu'il y a un site, un digital museum de Makronissos, makronissos.org, avec énormément de documents. J'ai vraiment cru que vous étiez sur le point de raconter vos vacances en Grèce. À Makronissos, non, malheureusement ou heureusement. Mais c'est un lieu de mémoire, oui. Alors, du côté britannique, justement, et occidental plus largement, tout est bien qui finit bien. La Grèce rejoint l'OTAN en 1952. Donc ça veut dire que, finalement, opération réussie, avec beaucoup de morts, beaucoup de troubles, beaucoup d'investissements, d'abord britanniques, ensuite États-Unis à partir de 1947. Mais l'ancrage de la Grèce hors rideau de fer, le célèbre discours de Churchill 1946, un rideau de fer s'est abattu de Stettin dans la Baltique à Trieste dans l'Adriatique, on contourne la Grèce est hors rideau de fer et elle est ancrée dans le bloc occidental. Oui, et elle va rejoindre l'Union européenne 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, au début des années 80. Même si la vie politique grecque est loin d'être un long fleuve tranquille. J'évoquais donc après la guerre civile, et malgré la répression, malgré l'exode de beaucoup de communistes,
le Parti communiste va conserver une influence non négligeable du tout en Grèce par le biais de cette alliance de la gauche démocratique, EDA, qui aura des députés dès les années 50, dans les années 60. Parmi les députés, parmi les militants les plus connus d'EDA, il y a des figures comme le poète Yannis Ritsos, par exemple, et puis le fameux député Lambrakis. Député Lambrakis, c'est l'affaire Z, c'est lui qui est tué en 63. On pourrait aussi citer Manolis Glezos, quand même, qui est mort en 2020. Il avait 100 ans, je crois. Il était en 22. Il est mort en 1920. C'est le jeune homme qui a planté le drapeau grec au sommet de l'Acropole, juste après, en pleine occupation allemande. Donc c'est un symbole national par excellence. Et il est mort en 2020, député de Syriza, de la gauche grecque. Mais lui avait déjà été député dans les années 60, je pense, de ce mouvement de gauche qui était un paravent du Parti communiste. Pour le coup, il y a, et ça va être très important pour la suite de l'histoire politique grecque, il y a deux traditions communistes à partir de là. Il y a ce qu'on appelle le parti de l'intérieur et le parti de l'extérieur. C'est-à-dire le coucoué officiel, clandestin, existe à l'extérieur, à Moscou, et sera très aligné sur l'Union soviétique. C'est l'actuel parti communiste grec qui est l'héritier principal de cette tradition-là. Et puis, ces communistes de l'intérieur qui vont se reconstituer, vont former, le schisme va être acté beaucoup plus tard, dans les années 70, je crois, ce que l'on appelle le coucoué ésotérico, c'est-à-dire le Parti communiste de l'intérieur. Pas ésotérique, mais enfin, le grec a des racines toujours surprenantes. Donc le Parti communiste de l'intérieur... J'ai cru que c'était l'équivalent de l'imam caché. Non, pas du tout, c'est le Parti communiste de l'intérieur qui va ensuite se retrouver dans la formation de coalitions comme Synaspismos et puis finalement Syriza. La victoire de Syriza, c'est un petit peu la revanche des communistes de l'intérieur par rapport aux staliniens indécrottables du Coucoué, qui pour le coup sont toujours un des partis communistes, je dirais, les plus influents en Europe occidentale, parce qu'ils ont toujours 7-8% des voix, une vingtaine de députés, donc c'est loin d'être négligeable. Et la base du Coucoué semble... survivre à toutes les tempêtes de l'histoire, être absolument, on passe 6 à 8% selon les années, mais elle est toujours là. Par contre, l'instabilité politique des années 60 va déboucher sur un autre événement qui va réactiver tous les traumatismes, qui est le coup d'État des colonels en 67. Alors là, c'est à la fois les conséquences de l'assassinat du député Lambrakis en 63, c'est aussi l'arrivée au pouvoir déjà d'un Papandréou qui veut un petit peu faire des purges dans l'armée, ce qui passe très très mal, un Papandréou centriste, disons, qui veut un petit peu purger les officiers trop collabos, trop issus de cette tradition-là. Et donc, en 67, un coup d'État met en place des officiers qui n'ont, rien appris, rien oublié, qui sont ceux qui se pensent toujours les héros de l'anticommunisme. Et la Grèce va connaître, tout en restant membre de l'OTAN, va connaître une dictature particulièrement féroce de 67 à 74. Et cette dictature va tomber sous le coup de deux événements. D'une part, le soulèvement populaire, dont l'épisode le plus connu, c'est bien sûr le Polytechnique en 73, et surtout après, ce qui va précipiter la chute du régime, c'est le coup d'État à Chypre, où on dépose l'archevêque de comment s'appelle-t-il, Makarios de Chypre, pour mettre en place un régime comparable à ceux des colonels, et aussitôt la Turquie en profite pour envahir Chypre du Nord. Donc là encore une fois, la grande idée d'union nationale, une fois de plus, se solde par une nouvelle catastrophe pour le peuple grec. Et ça sonnera la fin du régime des colonels. Mais bien évidemment, ce régime des colonels, pour lui, rien ne s'est arrêté en 49. On continue en 74 à vivre la suite de 49. Il faut continuer à éradiquer le communisme. Et des camps comme celui de Giaros dans les Cyclades vont être réutilisés, réouverts dans les années 67-74. Comment s'appelle-t-il, le Mitsotakis, pas Mitsotakis, le musicien, voilà que j'ai un trou... Ah mon Dieu, le grand compositeur grec communiste toujours va se retrouver être détenu et torturé dans cette île. Il y a donc là vraiment une continuité qui, bien évidemment, empêche le travail des historiens, et la roue ne va tourner pour de bon que 7 ans après la chute de la dictature des colonels, avec l'arrivée au pouvoir des socialistes du PASOK, mais l'attitude fondamentale du PASOK sera une loi d'amnistie
dès 82, qui permettra le retour de certaines figures comme, justement, l'ancien dirigeant de la République populaire, Marcos Vafiadis. Mais ça sera aussi une solution on oublie tout, on efface tout, on ne parle pas de ces événements-là. Juste, là on est arrivé un petit peu loin de la guerre civile, même si on voit qu'elle se prolonge, juste sur l'assassinat de Lambrakis. On peut recommander évidemment toujours le film Z de Costa Gavras, scénarisé avec Georges Semprin, avec notamment Jean-Louis Trintignant et Yves Montand, qui est censé pas tout à fait se passer en Grèce. C'est un pays un peu mystérieux, mais c'est évidemment une transposition exacte de tout ça. Merci beaucoup, Jean-Arnaud Derens. Merci. On signale aux gens qui nous écoutent que Jean-Arnaud Derens, avant de commencer l'émission, disait « Je suis pas sûr d'être vraiment un assez bon spécialiste avec le syndrome de l'imposteur. » Donc voilà. Comme quoi, ça arrive à tout le monde le syndrome de l'imposteur, y compris quand c'est pas du tout justifié. Merci pour toutes ces explications. C'était donc Le Fil de l'épée, une émission coproduite entre Parole d'Histoire et le Collimateur. Comme toujours, les remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux, sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.